Prenons le jour de l'examen du permis de conduire. Ouais, et le fameux. Voilà, le candidat s'installe au volant, il a les mains moites, le cœur qui bat. Et à côté de lui, le moniteur d'auto-école, qui a passé des mois à lui disséquer la mécanique du point de patinage, il est là, mais il ne peut plus appuyer sur la pédale à sa place. C'est terminé. Il est tout seul face à la machine. Exactement. C'est vraiment ce moment de vérité où la théorie et l'accompagnement viennent percuter la réalité brute de la performance individuelle. Et c'est pile cette zone de friction qu'on va explorer aujourd'hui dans notre nouvelle plongée analytique. Un sujet passionnant, en fait. Absolument. Et pour ça, on s'appuie sur une réflexion qui est vraiment incisive, écrite par Caroline Berger de Femini. La fondatrice du studio Biopilate Paris. C'est ça, elle a 18 ans d'expérience, elle est créatrice du podcast Biopilates Deep Dive, instructrice et formatrice Stud Pilates et Gyrotonic. Et dans son texte, elle décortique une expérience que tout le monde redoute, enfin universellement redoutée, quoi, l'échec à un examen pratique complexe. En l'occurrence, la certification d'instructeur de Pilates, oui. Oui, mais au fil de cette exploration, on va vite réaliser que la mécanique d'une certification, ça soulève des questions complètement vertigineuses sur la psychologie de l'apprentissage. Et surtout sur les limites de la transmission du savoir entre un prof et son élève. Carrément. Parce que cette réflexion, elle touche à un phénomène qui est fondamental. L'enjeu, c'est pas juste de savoir comment cocher les cases d'une grille d'évaluation, tu vois. Bien sûr. C'est vraiment de comprendre ce qui se passe sur le plan cognitif et émotionnel quand on échoue. Il s'agit d'analyser cette espèce de ligne de crête où se sépare la responsabilité de celui qui transmet la connaissance et celle de celui qui est censé l'assimiler. La fameuse frontière. Voilà. C'est une vraie anatomie de la pédagogie, des mécanismes de défense de l'ego face à la critique, et, on va le voir, de cette charge de travail totalement invisible que requiert la maîtrise d'une véritable expertise physique. Eh bien, entrons directement dans le vif du sujet, parce qu'il fait le plus mal, le choc de l'échec. Aïe, ouais. Parce qu'avant de parler de théorie pure, il faut quand même reconnaître l'impact émotionnel massif d'un recalage. Je veux dire, étudiant investit des mois de sa vie, une énergie mentale de dingue, un budget qui est souvent conséquent, et soudain, bam, le couperet tombe. C'est brutal, ouais. Très brutal. Et face à ce résultat négatif, le premier réflexe humain, c'est la recherche frénétique d'un coupable à l'extérieur. Oh, toujours. On se persuade direct que le jury était d'une exigence absurde ou alors que le formateur a carrément occulté une partie du programme. C'est de leur faute, pas de la nôtre. C'est un mécanisme de préservation psychologique qui est extrêmement bien documenté, en fait. Admettre qu'on a sous-performé par manque de préparation ou d'intégration, c'est d'une violence inouïe pour l'estime de soi. Ouais, ça pique. L'esprit va instinctivement chercher une porte de sortie pour amortir le choc, quoi. Et la projection, c'est l'outil parfait pour ça. Du genre, le système est contre moi. Exactement. Si le cadre était biaisé ou le jury injuste, alors mon ego reste intact. Mais l'aspect le plus révélateur du texte de Caroline Berger de Femini, c'est vraiment l'éclairage qu'elle apporte sur l'autre côté du miroir. Ah oui, la perspective du prof. C'est ça, parce que l'échec d'un étudiant, ça glisse pas sur le professeur comme de l'eau sur les plumes d'un canard. C'est une véritable blessure professionnelle pour l'instructeur aussi. C'est fou que tu dises ça. Parce que c'est pas du tout l'image d'Épinal qu'on s'en fait. Souvent, on imagine les jurys ou les écoles de formation comme des institutions super froides qui distribuent les mauvaises notes avec un détachement hyper clinique. Ouais, comme s'ils s'en fichaient. Mais la réalité du formateur engagé, elle est tout autre. Face à un échec, la première réaction du prof, c'est pas d'accabler l'élève, c'est d'enclencher une introspection qui est parfois super sévère. Genre, il se remet en question, lui. Complètement. Le professeur repasse le film de sa propre pédagogie en boucle. Il se demande est-ce que mon choix de mots pour expliquer ce concept de biomécanique était assez précis ou les corrections tactiles ont-elles été bien démontrées? Il cherche la faille dans son propre enseignement. Voilà. Il se demande s'il y a eu des signaux d'incompréhension qui sont passés sous les radars pendant les heures de studio. Un enseignant authentique qui trouve absolument aucune satisfaction dans l'échec. Parce que la réussite de l'étudiant, c'est la seule vraie validation de son propre travail de transmission. D'accord, je comprends. Mais attends, je vais quand même te bousculer un peu sur ce point. Vas-y. N'est-il pas légitime, dans certains cas, pour un étudiant de douter sérieusement de la pédagogie? Je veux dire, si le jour de l'examen, on te demande d'analyser des détails anatomiques super obscurs ou des pathologies ultra spécifiques qui semblent totalement déconnectées de la pratique quotidienne que tu as vue en cours, là, la colère de l'élève, elle devient justifiée, non? Alors, l'argument s'entend tout à fait. Mais il repose sur une confusion assez classique entre la surface de la pratique et sa profondeur théorique.
Un C'est-à-dire? formateur, son devoir, c'est d'offrir le meilleur cadre possible, de décomposer les mouvements, de multiplier les angles d'approche. Mais au bout du compte, le professeur, il peut pas assimiler l'information à la place de l'élève. Ouais, il peut pas faire le travail de mémorisation. C'est ça. Si les questions d'examen semblent, entre guillemets, déconnectées, c'est généralement parce que l'évaluation ne teste pas ta simple capacité à reproduire ce que tu as fait en cours. Elle teste ta compréhension des principes fondamentaux qui sous-tendent ces actions. Ah, la nuance est importante. Oui, le professeur peut être irréprochable dans le studio, mais une fois la journée terminée et la porte fermée, il ne peut pas ouvrir le manuel d'anatomie et forcer les connexions neuronales dans le cerveau de l'étudiant, quoi. Donc c'est du 50-50 en gros. Exactement. Ces deux réalités coexistent parfaitement. Tu as une pédagogie d'excellence d'un côté et un échec causé par une absence de travail personnel de l'autre. Ce qui explique pourquoi tant d'étudiants se fracassent carrément contre le mur de l'examen. Il y a une sous-estimation colossale de ce qu'implique ce fameux travail personnel. Homme monumental. Parce que le grand public, et franchement, même parfois les futurs professionnels, perçoivent les disciplines du mouvement à travers un prisme super réducteur. On s'imagine que donner un cours de pilates, c'est juste de la chorégraphie vocale. C'est exactement le terme, oui. Genre, on allonge la personne sur le reformer, on dit d'une voix douce « poussez le chariot », revenez, allongez les jambes, inspirez, expirez et paf, l'affaire est dans le sac. Et cette perception, c'est un piège redoutable. Parce que si enseigner consistait uniquement à dicter une séquence de mouvements, une formation de 2 ou 3 week-ends suffirait largement. Ce qui n'est pas le cas. Pas du tout. La dissection de la maîtrise d'un seul exercice montre à quel point l'exigence est vertigineuse. Prenez juste l'exemple d'un instructeur en formation. Il suffit pas qu'il exécute le mouvement avec grâce, lui-même. Ouais, faire le beau sur la machine, ça suffit pas. Voilà. Il doit en comprendre l'objectif biomécanique fondamental. Il doit identifier tous les muscles sollicités, les stabilisateurs, les mobilisateurs. Il doit maîtriser la respiration spécifique qui soutient l'effort et, par-dessus tout, anticiper les contre-indications absolues et les adaptations selon les pathologies. Rends-vous ça un peu plus concret pour qu'on saisisse bien l'ampleur du truc. Imaginons un classique sur le reformer, comme le short spine massage. Très bon exemple. Vu de l'extérieur, c'est hyper esthétique. Les sangles tirent les pieds, le bassin se soulève, la colonne vertébrale s'enroule et on redescend avec une super fluidité. Ça a l'air d'une simple chorégraphie apaisante, tu vois? Ouais, mais ça, c'est juste l'interface utilisateur. C'est ce que le client voit et ressent. Mais le code source, pour filer la métaphore informatique, le code source qui tourne en arrière-plan dans le cerveau de l'instructeur, il est d'une complexité folle. Qu'est-ce qu'il analyse à ce moment-là? Pour cet exercice précis, l'étudiant qui passe l'examen doit prouver qu'il comprend l'articulation séquentielle de la colonne lombaire et thoracique. Il doit analyser le travail excentrique des ischio-jambiers. Et il doit observer, de façon instantanée, si l'élan du client vient d'une compensation, genre est-ce qu'il tire sur les fléchisseurs de la hanche plutôt que d'engager profondément le centre abdominal. Donc il scanne le corps en temps réel. Exactement. Et le jury ne va pas se contenter de vérifier si tu connais la mécanique de base. Ils vont te jeter des variables critiques au visage. Du genre? Genre, que faites-vous si ce client précis souffre d'une hernie discale L4-L5 ? Ou que se passe-t-il s'il présente une ostéoporose sévère ou une scoliose marquée ? Et j'imagine que la réponse change tout. Absolument. Dans le cas de l'ostéoporose, par exemple, la flexion sous charge du short spine devient une contre-indication absolue. Tu pourrais littéralement entraîner une fracture vertébrale chez ton client. C'est cette capacité d'adaptation vitale qui est testée. Ça me fait vraiment penser à l'analogie de l'iceberg. Oui, tout à fait. Le grand public, il ne voit que la partie émergée de la glace, donc le mouvement gracieux sur la machine. Mais l'étudiant, lui, il doit cartographier toute la masse sous-marine, la masse invisible de l'anatomie et de la biomécanique. C'est une excellente image. D'autant plus que les mathématiques de l'apprentissage sont implacables. Maîtriser la théorie, la mécanique, les compensations et les adaptations pour un seul exercice, ça demande en moyenne 5 à 10 heures d'études et de pratique. Waouh, juste pour un exercice? Ouais. Alors multiplie ça par un répertoire complet de 40 exercices sur tous les appareils. Le Reformer, le Cadillac, la Wanda Chair, on parle de centaines d'heures de travail invisibles. C'est un labeur ingrat, solitaire, et le but ultime, c'est de pouvoir expliquer toute cette complexité à un novice total avec des mots simples. C'est pour ça que l'examen teste l'intelligence de l'enseignement, et pas juste la simple mémoire. Ce qui nous amène face à un paradoxe très moderne. On vient de dire qu'il faut abattre cette montagne de révision. Or, l'étudiant d'aujourd'hui n'a jamais été aussi bien armé pour le faire. C'est vrai, l'accès à l'information a explosé.
Oui, historiquement, c'était compliqué, mais aujourd'hui, on croule sous les ressources. On a des manuels d'anatomie en 3D, des podcasts, des quiz, des vidéos sous tous les angles. L'auteure, Caroline, elle a même écrit un ouvrage exprès pour ça. Anatomie et Pilates, révision et préparation à l'examen. Le corps de la tête aux pieds. C'est créé spécifiquement pour structurer ces révisions. L'arsenal est complet. Alors pourquoi est-ce qu'on se plante autant? La réponse, elle réside dans un biais cognitif très pernicieux de notre époque. On confond la possession matérielle de l'outil avec l'assimilation intellectuelle de la compétence. Aïe, je sens qu'on va tous se sentir visés là. Les étudiants tombent dans le piège de la consommation passive. Commander un manuel d'anatomie hyper exhaustif en ligne et le poser en évidence sur sa table de chevet, ça procure un étrange sentiment d'accomplissement. Ah oui, le fameux j'ai acheté le livre donc je connais le sujet. Je plaide coupable. J'ai des piles de livres non ouverts qui me donnent l'illusion d'être une experte. Mais on le fait tous. Le cerveau libère une petite décharge de dopamine juste en validant l'achat ou en téléchargeant un podcast. Ça crée l'illusion que le savoir a été acquis. C'est fascinant. Donc, est-ce que tu dirais que notre époque, qui est un peu obsédée par la productivité et l'accumulation de contenu, elle nous donne cette fausse impression que posséder l'information, ça équivaut à posséder la compétence? C'est exactement ça. Cette illusion de compétence par procuration, elle est fatale. En psychologie cognitive, on distingue vraiment la reconnaissance passive du rappel actif. C'est quoi la différence, en gros? Écouter un podcast sur la biomécanique en faisant la vaisselle et se dire « Ah oui, je comprends », ça c'est de la reconnaissance passive. Mais l'examen, lui, il exige un rappel actif sous pression. Tu dois extraire l'information de ta mémoire, la synthétiser et l'appliquer en temps réel sur un corps en mouvement. Donc, le livre sur la table de chevet, il sert à rien si on ne l'ouvre pas. Voilà. Les outils sont des accélérateurs d'apprentissage formidables, mais pas des substituts au travail de fond. Ils restent inertes si l'étudiant ne fait pas l'effort douloureux, et c'est vraiment douloureux, de fermer le livre pour tester ses connaissances à blanc. Il n'y a pas de transfert Bluetooth des compétences vers le cerveau, malheureusement. Ce serait tellement bien pourtant. Mais blague à part, quand cette illusion de compétence passive se désintègre violemment le jour de l'examen, le mécanisme de défense dont on parlait tout à l'heure revient au galop. On diabolise le professeur. Pourquoi cette réaction condamne l'étudiant à la stagnation? Eh bien, ça nous ramène au concept du locus de contrôle. Si tu attribues constamment tes échecs à des forces extérieures, genre le prof m'aimait pas, le jury était vicieux, tu adoptes un locus de contrôle externe. Et le danger, c'est que si la responsabilité est extérieure, t'as aucune raison de changer tes propres méthodes de travail. C'est logique. Pourquoi s'investir plus si on pense que le jeu est truqué? Exactement. Et c'est là qu'on voit le profil de ceux qui réussissent vraiment. Ils ont un locus de contrôle interne. Ils regardent leur préparation avec une honnêteté brutale. Ils acceptent ce qu'ils ne maîtrisent pas encore. Et surtout, ils voient les corrections comme des leviers de progression, pas comme des attaques personnelles. Mais c'est un exercice d'équilibriste hyper délicat, hein. Comment un futur instructeur peut-il séparer son ego, sa propre valeur personnelle, d'une correction purement technique, sans se sentir attaqué? Quand on a mis toute son âme et tout son argent là-dedans, c'est dur. C'est très dur. L'humilité est une vertu professionnelle fondamentale ici. Ça demande de recadrer la signification de la correction. Un bon prof ne te corrige pas par cruauté, il te corrige parce qu'il croit en ton potentiel. L'indifférence serait pire, en fait. Pire est bien plus insultant. Quand le formateur insiste sur un détail millimétré, c'est une preuve de respect. Celui qui intègre ça, il court-circuite son ego. La correction n'est plus une flèche empoisonnée, mais une donnée technique pour s'améliorer. L'apprentissage, ça dure jusqu'au dernier jour de la carrière. Ce qui m'amène à notre dernier point. Toute cette exigence implacable et cette nécessité de mettre l'ego de côté, ça prend tout son sens quand on regarde la véritable finalité de l'examen. Parce que si c'est si rigoureux, c'est pas par sadisme institutionnel, n'est-ce pas? Ah non, pas du tout. L'enjeu final dépasse largement la petite relation entre l'élève et le professeur. L'examen ne protège pas une méthode jalousement gardée ou le prestige d'une école. Il protège qui alors? Il protège exclusivement les futurs clients. C'est ça, la vraie finalité. L'examen, c'est le bouclier du client. Oui, parce que la réalité du terrain, elle est lourde. Derrière chaque exercice, dans un vrai studio, il y a une personne avec des douleurs chroniques, des peurs, des limitations physiques, des hernies. Ce ne sont pas des mannequins d'anatomie, ouais. Voilà. Et l'instructeur a une immense responsabilité. Analyser, programmer, rassurer, l'après-près, ça ne passe pas, donc l'examen filtre tout ça. C'est un peu, ça me donne une dernière analogie conceptuelle, tiens. Je t'écoute.
L'examen pratique, en fait, c'est pas une porte fermée à double tour pour garder les gens à l'extérieur du métier. C'est plutôt un filtre de sécurité pour protéger ceux qui sont à l'intérieur du studio. Mais c'est exactement ça. C'est une synthèse parfaite de la philosophie de Caroline. Et d'ailleurs, son conseil final, face à l'échec, il est super bienveillant et pragmatique. Elle dit, en cas d'échec, il faut reprendre les manuels, réécouter les podcasts, refaire les quiz, enseigner encore plus et revenir. Ne pas abandonner. Surtout pas. L'enjeu, ce n'est pas le diplôme en soi. L'enjeu, c'est de devenir l'instructeur solide et sécurisant que le client mérite. C'est un voyage incroyable qu'on vient de faire. On est passé du choc initial de l'échec et de la recherche d'un coupable à la prise de conscience de cette énorme montagne de travail invisible, puis au mirage de la consommation passive des outils pour finalement embrasser la responsabilité et l'humilité nécessaires à la protection du futur client. C'est un sacré cheminement. Et ça rappelle à notre auditoire que la véritable expertise, elle s'acquiert vraiment dans les heures invisibles de la pratique. Exactement. Est-ce que tu aurais une pensée provocatrice, une dernière réflexion pour clôturer tout ça? Eh bien, tout cela soulève une question fascinante pour l'avenir de nos formations professionnelles, que ce soit en Pilates ou ailleurs. Si la véritable finalité, c'est de prendre en charge des clients avec leurs peurs et leurs douleurs corporelles, l'épreuve pratique ultime ne devrait-elle pas évaluer, bien au-delà de la perfection biomécanique, l'empathie et la maturité émotionnelle de l'instructeur face à l'échec de son propre client? Ah, ça, c'est une excellente perspective à laisser mijoter. Je laisse cette réflexion résonner. Merci d'avoir partagé toute cette expertise avec nous et un grand merci à ceux qui nous écoutent pour leur fidélité. À très vite pour une nouvelle plongée analytique.